Qu'est-ce qui peut encore freiner l'avancée du M23 et de ses alliés rwandais? La RDC risque-t-elle une balkanisation? Tentons d'y voir plus clair avec notre invité, Christophe Rigaud, directeur du site Africa Arabia consacré à l'actualité en RDC et en Afrique centrale. Bonsoir et merci d'être avec nous. Après Goma, dans le Nord Kivu, Bukavu a vu l'arrivée des troupes du M23 soutenues par le Rwanda. Est-ce à dire qu'actuellement en RDC, il n'y a aucun moyen pour freiner l'avancée du groupe rebelle? Non, c'est clair. Depuis maintenant la résurgence du M23 fin 2021, en fait, l'armée congolaise n'a jamais réussi à stopper la progression du M23. Et là, on le voit, ils ont depuis début janvier, c'est-à-dire depuis un mois et demi, pris la ville de Sake, pris la ville de Goma. Ils sont descendus ensuite vers le sud Kivu. Et là, c'est la deuxième ville la plus importante de l'Est congolais qui vient de tomber dans l'escarcelle du M23. Ce soir, peut-on dire que le M23 allié aux troupes rwandaises ont le contrôle total du lac Kivu? Oui, puisqu'il contrôle quasiment maintenant toute la ville. Et ça, c'est effectivement très, très important. C'est qu'entre Goma, qui se trouve au nord du lac, et puis Bukavu au sud, il contrôle effectivement tout le trafic En quoi le maritime. contrôle du lac Kivu est-il si déterminant? Et économiquement, c'est très très important pour le ravitaillement des produits de première nécessité. Et après, militairement, ça veut aussi dire, c'est une frontière aussi avec le Rwanda, et militairement, ça veut aussi dire voilà, qu'ils peuvent faire venir des troupes, des renforts, beaucoup plus facilement que par terre. Rapidité et facilité, c'est ce qui caractérise l'avancée du M23 depuis janvier dernier. Comment expliquer la vitesse d'exécution de ces offensives dans l'est du pays? Alors, il y a clairement le soutien de l'armée rwandaise qu'il ne faut pas négliger, mais il y a surtout et d'abord la faiblesse de cette armée congolaise qui est quasiment une armée fantôme. On l'a vu, elle a très peu combattu sur Goma, mais il y a quand même eu de très forts accrochages. Il y a eu 3000, plus de 3000 morts. Là, sur Bukavu, ils sont partis sans combattre. Alors, effectivement, on a peut-être évité le bain de sang de Goma, mais là maintenant, on est devant une armée congolaise qui est en déroute, qui n'a même pas été soutenue par l'armée burundaise, qui avait aussi plusieurs milliers d'hommes. Les troupes burundaises se trouvent dans l'est de la RDC. Tout à fait. Et c'est vrai que le président burundais se sentait menacé par cette avancée du M23 soutenue par le Rwanda. Donc, il était plutôt enclin à stopper cette avancée. Mais là, on l'a vu, devant la non-combativité de l'armée congolaise, eh bien, l'armée rwandaise s'est repliée vers ses frontières. Alors, le 30 janvier, lorsqu'ils ont atteint Goma dans le Nord Kivu, beaucoup d'observateurs s'attendaient à une vive réaction du pouvoir et de l'armée congolaise. Or, on a l'impression qu'ils tardent à réagir. Pour quelles raisons, selon vous? Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas eu d'électrochoc après la prise de Goma, et ça, c'est vrai que c'est assez étonnant. Il n'y a pas Le président Félix Tshisekedi, lors de sa prise de parole, il y a un mois, avait promis une riposte vigoureuse. Tout à fait. Elle n'est pas arrivée, mais en fait, c'est vrai que si on revient en arrière, depuis la prise de Bunagana, qui a été le premier fait de guerre assez important du M23 en 2021, eh bien, en fait, je veux dire, il ne s'est rien passé. Donc, c'est vrai que là, pour le moment, rien n'arrête le M23, et je dirais que plus ça va, moins il y a de résistance de l'armée congolaise qui est de plus en plus démobilisée et démotivée. Et là, se trouve sans renfort, puisqu'avec la prise de l'aéroport de Kavumu, eh bien, il n'y a plus d'accès par voie aérienne au sud Kivu directement. Alors, vous dites que rien n'arrête le M23, néanmoins, il existe sur le continent africain des forces capables de freiner l'avancée du M23. Où sont-elles? Que font-elles? Bien écoutez, il y avait le Burundi. Là, on a vu qu'ils se sont repliés. Le président Ndayishimiye a communiqué sur les réseaux sociaux qu'il avait visiblement eu l'assurance de son voisin rwandais qu'il n'y aurait pas d'attaque contre le Burundi, donc il n'a peut-être plus vraiment intérêt à envoyer ses troupes. Il y a l'Ouganda au nord qui joue un petit peu double jeu, donc on ne sait pas quelle sera l'attitude des troupes ougandaises par rapport au M23. Et puis il y a l'Afrique du Sud, mais l'Afrique du Sud a déjà perdu 14 soldats. Ils vont envoyer des renforts. Mais la vraie question, c'est vraiment de savoir est-ce qu'il existe une armée extérieure qui va être capable de se battre à la place de l'armée congolaise. Et ça, c'est le vrai problème. Et là, pour le moment, on n'en trouve pas. Qu'en est-il de la diplomatie africaine? Les dénonciations récentes de l'Union africaine peuvent-elles changer quelque chose à la situation sur le terrain?
Pour le moment, elle ne change rien. On a vu que le sommet de Dar es Salaam, entre les deux grosses institutions régionales, n'avait rien changé. Le cessez-le-feu n'a pas été respecté. La fusion entre les deux processus de paix que l'on attend n'a toujours pas eu lieu. Depuis le 15 décembre et en fait l'échec de la rencontre Tshisekedi-Kagame à Luanda, il ne s'est rien passé. Le médiateur angolais, pour le moment, passe la main. Donc ça veut dire qu'il faut trouver un autre facilitateur. Donc tout ça, c'est du temps de perdu. C'est-à-dire que la diplomatie est au point mort. Ce sont les armes qui parlent. Et pour le moment, c'est le M23 qui a l'avantage sur le terrain. Faudrait-il délocaliser les négociations, donc la gestion de cette crise, en dehors de la région des Grands Lacs? Alors c'est peut-être ce qui va se passer, puisqu'avec la nomination peut-être d'un nouveau facilitateur, on parle du président mauritanien peut-être pour jouer ce rôle. Ça serait peut-être une façon de décentrer un petit peu ce conflit des Grands Lacs en dehors de cette région, parce qu'on voit bien que les rivalités en fait au sein de ces pays des Grands Lacs font que pour le moment rien ne bouge. On sait que l'EAC est plutôt perçu comme favorable au Rwanda et la SADC plutôt favorable à Kinshasa. Donc tout ça, ça fait en fait une Union africaine assez impuissante. On voit qu'elle n'est même pas capable de nommer effectivement le Rwanda, alors que l'ONU par exemple l'a fait, que l'Union européenne l'a fait. Donc on voit bien pour le moment qu'il y a un blocage total. Enfin, Christophe Rigaud, l'initiative de paix lancée par les églises catholiques et protestantes en RDC peut-elle être une solution? Alors c'est une initiative vraiment intéressante puisqu'on est complètement bloqué d'un point de vue régional, on est complètement bloqué d'un point de vue international. Donc peut-être que c'est une piste intéressante, et c'est une piste intéressante parce qu'elle montre aussi que le problème du conflit à l'est du Congo n'est pas qu'un problème sécuritaire, c'est aussi un problème interne, un problème politique. Il y a une situation politique qui est quand même très très tendue. L'opposition demande, une certaine opposition assez radicale demande la démission du président Félix Tshisekedi. Donc ça permettrait peut-être, je dirais, avec une fusion des processus de Luanda et de Nairobi, peut-être d'avoir ce dialogue national au niveau congolais, parce que c'est aussi un problème congolais, ce n'est pas qu'un problème externe. Christophe Rigaud, merci d'avoir répondu à nos questions et de nous avoir éclairé au sujet de la situation dans l'est de la RDC. Ce soir, je rappelle que les rebelles du M23 ont fait leur entrée à Bukavu, la capitale provinciale du Sud Kivu. Merci à vous.